Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Au début des années 90, c'était quoi la facilité? C'est-à-dire, lorsque dans les années 90, au début des années 90, nous avons engagé un mouvement pour les libertés au Togo, liberté d'association, liberté de presse et autres, la démocratie, nous avons demandé l'amnistie pour tous les exilés, une amnistie générale, nous avons demandé le multipartisme et la démocratie, les droits de l'homme. Le régime du général Eyadema n'était pas du tout favorable. À un moment donné, avec le Front des associations pour le renouveau que nous avons créé avec Maître Yaovi Agboibo à la tête, nous avons engagé des négociations avec le pouvoir. C'était un bras de fer au départ et à partir d'un certain moment, le général Eyadema a accepté de négocier. Et quand nous avons commencé les négociations, il y avait des caciques du RPT, Rassemblement du peuple togolais, autour du général Eyadema, qui faisaient en sorte que le général, qui n'était pas quelqu'un, c'est un militaire, pas habitué à des histoires de démocratie, droits de l'homme, tout ça, surtout à cette époque où on parlait en Afrique de régime fort, à chaque fois qu'on arrivait à une certaine étape, il y avait blocage. Le général ne trouvait pas qu'il fallait franchir certains caps. Et quand on arrivait à ce niveau-là, Abdou Assouma, ayant réussi déjà avec Agboibo à convaincre Eyadema de la mise en place d'une commission nationale des droits de l'homme, ce qui était une première en Afrique à l'époque. Il y avait dans aucun pays africain une commission nationale des droits de l'homme en 87. Et cette commission nationale des droits de l'homme, c'est elle qui a permis de commencer à parler pour la première fois de protection des droits de l'homme au Togo. Et nous a beaucoup aidé pour ce qui va suivre. Donc en 90, 91, à chaque fois qu'on était dans une situation de blocage, on faisait intervenir Assouma, qui avait l'oreille attentive du général Eyadema, pour le convaincre sur le fait que ce que nous voulions, ce n'était ni la mort de l'un ni la mort de l'autre, ce n'était pas sa mort, ce n'était pas son humiliation, mais c'était pour l'intérêt général. Et il réussissait à parler avec le général ayant confiance en lui, il réussissait à faire déboucher un petit canal pour que nous puissions avancer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Vous parlez de Maître Yaovi Agboibo, vous évoquez Abdou Assouma. À cette époque, par exemple, on sait, Maître Yaovi Agboibo, il portait un certain nombre d'idéaux, notamment les questions de liberté. Mais Abdou Assouma, il était de quel côté? Il était RPT à cette époque? Abdou Assouma était du RPT, était le procureur de la République, il était un proche du général Eyadema. Mais je crois qu'il avait compris à l'époque que tout ce que l'on demandait, ça allait dans le sens de l'intérêt de ce pays. Et à ce titre-là, il a participé. Et d'ailleurs, les gens lui en ont voulu pour ça. Et lorsque l'on parle aujourd'hui du changement de Abdou Assouma, avec un certain nombre de comportements, même avec ce que lui et moi avons eu au niveau du gouvernement, je me dis peut-être que ces explications se trouvent là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Abdou Assouma avait aidé et que nous étions rentrés dans cette période de transition, eh bien, à un moment donné, les jeunes sont partis s'attaquer à ce monsieur, à sa maison. Ils ont cassé sa maison. Oh, deux thèses s'affrontent sur cet événement. Certains pensent que c'est les jeunes qui supportent l'opposition qui sont partis le faire, parce qu'il a été le procureur de la République qui a requis dans le procès Logo Doglo, avant le 5 octobre, le 21 septembre, qui a débouché sur le 5 octobre. D'autres pensent que c'est ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui autour du général Eyadema qui ont manipulé les jeunes pour aller lui régler des comptes. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Abdou Assouma avait eu sa maison détruite. C'était où la maison? Je ne connais pas exactement l'emplacement, je ne peux plus vous dire aujourd'hui. Les années sont passées. Il a eu sa maison détruite et il s'est retrouvé, un père de famille s'est retrouvé chez Eyadema à Lomé 2. C'est là-bas qu'il s'est retrouvé pendant des semaines, pendant des mois. Vous savez, un être humain, c'est un être humain. Hein. Pendant ce temps,
qu'est-ce que ce monsieur va penser? Il aura l'impression qu'il a joué un rôle, peut-être qu'il s'est retourné contre lui, qu'il a donné quelque chose à des gens qui sont ingrats à son égard, et peut-être que cela a pu justifier certains changements. Je ne dis pas que c'est forcément cela, mais c'est mon analyse personnelle. Est-ce que par exemple vous, des êtres humains. Oui, vous avez dit tantôt que vous avez eu ce qui est arrivé au niveau du gouvernement entre lui et vous personnellement. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, j'avais fait des analyses lors d'un conseil des ministres sur le comportement que certains éléments de l'armée avaient, notamment vis-à-vis de la transition. Aller casser des choses, aller à la radio pour faire des communiqués contre le gouvernement et casser les urnes et tout ça. Et je crois que c'était le 3 juin 1992. Et j'avais dit que quand on voit cela et qu'on voit que tous ces gens-là répondent au doigt et à l'œil au général Eyadema, la solution à laquelle, ou bien la conclusion à laquelle j'aboutissais, c'est que le général Eyadema est de mauvaise foi. En tant qu'organe de la transition, sa façon de faire et de nous dire chaque fois qu'il n'est pas au courant qu'il est de mauvaise foi et que je pense qu'il est fondamentalement de mauvaise foi. Et quand je l'ai dit, Abdou Assouma n'était pas d'accord. Il avait dit que non, que je ne devais pas traiter le président de la République de mauvaise foi. Il a quitté le gouvernement et il a rendu compte à Lomé 2. Et après, le général Eyadema a demandé qu'on me ramène mort ou vif. Il y a eu des réunions à l'état-major à Agoué avec les Biténéwé et autres à l'époque pour qu'on me ramène mort ou vif. J'ai échappé à des attentats, notamment à Décon, et à un moment donné, j'ai dû démissionner et quitter le gouvernement. Et donc les gens me disent, mais en fait c'est lui qui a fait, parce que c'est lui qui est parti rapporter au général Eyadema. Et dit non, je ne prends pas les choses de cette façon. Peut-être c'est sa façon de manifester de la gratitude et de montrer à Eyadema que en fait tout ce qu'il a fait jusque-là, ce n'était pas contre lui. Je ne suis pas le genre de personne à ne tenir compte que de ce conflit, je dirais peut-être un peu personnel, pour juger un être humain. Abdou Assouma a fait des choses que je considère comme importantes, je les prends. Ce qui est intervenu entre lui et moi, je le mets de côté. Il était ministre donc dans le gouvernement de transition. Oui, il était chargé des forces armées. Il était chargé des forces armées. Ouais. Ministre de la Défense. Oui, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des forces armées. Retournons un peu avant la conférence nationale. Vous avez dit qu'il était facilitateur, il était vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme. Que savez-vous de lui en tant que défenseur des droits de l'homme? Abdou Assouma a beaucoup aidé. Avec la Commission nationale des droits de l'homme, les centres de détention, comme le centre qu'on a appelé Agombio ou Kazaboua, c'est Assouma en tant que procureur qui connaissait ces centres-là et qui y a mené Maître Agboibo pour faire les constats, faire les enquêtes, les rapports et obliger le général Eyadema à mettre fin au traitement de torture et autres que les gens avaient dans ces centres-là. Donc, ces actes-là que le monsieur a posés, on ne peut pas les considérer comme des actes négatifs, et c'est des actes qui sont des actes humanistes. Et quand on juge quelqu'un, je crois que, à mon sens, il faut le prendre, remettre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, mais quand on prend un homme, il faut aussi reconnaître les bienfaits, et je crois qu'il faut surtout insister sur les bienfaits. Assouma a fait tout un travail. Les prisons à Agboibo ne pouvaient pas, même en tant que président de la Commission nationale des droits de l'homme, avec tout le pouvoir qu'on lui a donné, il ne pouvait pas aussi facilement les connaître et les intégrer. Les centres de détention cachés, et Abdou Assouma avait joué un rôle, surtout étant proche de Eyadema. Quand lui et Agboibo faisaient ce travail-là, les gens étaient beaucoup plus ouverts. Ceux qui sont, à l'époque, tout le monde était pratiquement du côté du général, tous les fonctionnaires, tous les militaires, tous les policiers. Quand Abdou Assouma se rendait à un endroit ou téléphonait pour dire que la Commission nationale des droits de l'homme doit faire ceci, c'était beaucoup plus facilement accepté que si c'était Yaovi Agboibo seul qui le faisait. Ces deux hommes ont joué sans doute d'importants rôles pour l'avènement du processus démocratique au Togo, notamment au niveau de la CNDH. Est-ce que c'est Agboibo qui aurait influencé Maître Abdou Assouma, ou c'est cette époque-là qui a fait que, à un moment donné, ils se sont retrouvés
a fait de défense des droits de l'homme leur credo. À mon avis, les deux se sont liés d'amitié un peu à un moment donné. Agboibo est avocat, Assouma a été substitut du procureur et puis ensuite procureur. Et je crois que les deux se sont connus, ont dû discuter. Et vous savez, Maître Agboibo est quelqu'un de, comme je dis, d'assez efficace et d'assez rusé. Quand il veut quelque chose, il aboutit toujours. Quoi qu'il a profité de l'amitié qui le liait avec Assouma pour amener Assouma à être son compagnon, je ne dirais pas son complice, dans cette volonté de faire en sorte que le Togo devienne une place forte de respect des droits de l'homme. Hélas, aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de choses, mais à l'époque, quand on parlait de Commission nationale des droits de l'homme, le Togo était vu comme, disons, une place forte pour faire triompher la cause des droits de l'homme en Afrique. On a vu Abdou Assouma, je ne sais pas si vous étiez à ce colloque international consacré à Maître Yaovi Agboibo. Il a très bien parlé de Maître Yaovi Agboibo. Et je disais tantôt, dans mon introduction aussi, les mots se retrouvent. Sans doute que les deux allaient déjà se retrouver et parler du Togo. Si éventuellement c'est possible, que vont-ils commencer par dire du Togo qu'ils ont laissé? Je pense qu'ils vont se dire beaucoup de choses, aussi bien dans le positif comme dans le négatif. Aussi bien Yaovi Agboibo que Abdou Assouma ont fait des choses très positives, mais également il y a un côté négatif. Et je suis persuadé que si les morts revenaient sur leurs actions, ils penseraient et ils auraient un regret pour ce qu'ils n'ont pas pu faire. Oui, justement, sur d'éventuels regrets, on sait que un certain nombre de Togolais n'ont connu Abdou Assouma que comme président de la Cour constitutionnelle et on lui reproche un certain nombre d'actes posés au niveau de cette institution-là. Vous l'avez suivi quand il a passé son temps là au niveau de la Cour constitutionnelle à soit valider ou invalider un certain nombre d'actes qui sont posés autour des processus électoraux? Oui, je l'ai suivi depuis 2007, quand j'étais encore en exil, et puis depuis mon retour définitif au Togo en 2012, je l'ai suivi. Mais quand les gens parlent de Abdou Assouma, je me pose une question. Dans le pays qui est le nôtre, dans la configuration politique qui est la nôtre, combien de Togolais nommés à ce poste auraient pris des décisions contraires à la volonté du pouvoir en place? Je me pose une question. Combien de Togolais auraient eu le courage de poser des actes, de prendre des décisions qui aillent dans le sens contraire de ce que le pouvoir en place aurait souhaité avoir? Si on me cite des gens, je serais content de les voir. Et s'ils posaient des actes contraires à ce que le pouvoir aurait voulu avoir, il aurait passé combien de temps à son poste? Vous savez, c'est très facile de porter des critiques sur les actes des gens, mais il faut tenir compte de tout un environnement. Nous sommes dans un pays qui est malheureusement comme il est. Le courage, si vous ne faites pas attention, vous l'avez, vous serez applaudi aujourd'hui, vous en mourrez demain, ou alors vous ne l'avez pas du tout et vous suivez malheureusement une voie qui est négative. Sur le plan de son travail au niveau de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma a validé la plupart des actes qui concernent le pouvoir. Et je crois que celui qui l'a nommé ne l'a pas nommé pour qu'il invalide les actes qui concernent le pouvoir. Et il a été en mission, en quelque sorte, sur ce plan-là. Il a rempli sa mission. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut dire qu'il a manqué de courage, quelquefois, face à, par exemple, à certaines évidences? Mais bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles on peut courageusement manifester que non, ce n'est pas ça. Mais bon, Abdou n'est pas courageux qui veut, hein, n'est pas audacieux qui veut. Abdou Assouma a choisi sa voie. Considérons que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il pouvait faire. Vous m'avez rapporté un jour, suite à une émission ici, et ça m'est resté, vous avez rapporté que juste après l'émission,
Abdou Assouma vous a appelé depuis Paris parce qu'on lui aurait rapporté que vous aviez dit un certain nombre de sujets concernant le processus togolais autour des années 90, comme vous l'avez fait un peu là. Et vous aviez surtout dit que cela témoigne de la qualité de l'émission et de l'audience que cette émission a. Mais ces derniers temps, je ne sais pas, là malheureusement on ne peut plus lui rapporter ce que vous êtes en train de dire de lui, mais quels ont été les derniers rapports éventuels que vous avez eu avec lui? Est-ce que vous êtes parlé ces derniers temps? Est-ce que vous êtes vu? Comment c'était? Je lui ai parlé en 2022. Oui, je me rappelle en 2022. Ça devait être en début d'année où il m'a appelé parce que j'étais avocat d'un de ses proches. Et la personne était partie lui dire et il m'a appelé. Et bon, il m'a dit, petit frère, bon, telle personne est venue me voir avec son dossier, il m'a dit que c'est toi qui es déçu, et je lui ai dit, en tout cas, tu es en de bonnes mains. Bon, et puis après, bon, on a rigolé un peu, mais il y a quelque chose, il y a une petite anecdote que lui et moi, on avait l'habitude, c'est une petite phrase. Quand on était avec le général Eyadema et que Abdou Assouma finissait par faire le travail, convaincre Eyadema, quand Eyadema allait nous dire que bon, il acceptait qu'on fasse ce qu'on est en train de demander, il disait toujours « nous sommes d'accord ». Et quand Abdou Assouma et moi on se voyait, la façon dont on s'appelait c'est « nous sommes d'accord ». C'est une façon de nous rappeler cette époque-là de 90 où les choses apparaissaient très difficiles, mais où en même temps on pouvait de temps en temps se permettre de rigoler un peu. Vous avez parlé de courage tantôt, nous en avions parlé, et puis mais quelque part, est-ce qu'on peut parler aussi de zèle? Parce que si on se rappelle la dernière prestation ou l'investiture, à cette investiture-là, on a vu le président de la Cour constitutionnelle qui a par moment ironisé sur la posture d'une certaine église de Monseigneur Podro. Il a dit quelque part aussi que la loi sera appliquée à n'importe qui, quel que soit son âge. Beaucoup ont pensé qu'il visait là aussi Monseigneur Podro. N'est-ce pas un zèle? Non, je crois que il avait, à cette époque-là, il avait un peu exagéré. J'ai considéré que c'était un dérapage et j'avais trouvé ça un peu ridicule. Il faut dire la vérité. J'avais trouvé ça ridicule parce que je ne trouvais pas nécessaire qu'il fisse tout ce qu'il avait fait, qu'il puisse parler comme il a parlé. Il est président de la Cour constitutionnelle, il est dans son rôle, il n'a qu'à jouer son rôle et puis c'est fini. Bon, je crois que là, véritablement, comme vous le dites, c'était du zèle et c'était du zèle très mal placé. Vous le lui aurez dit si vous vous êtes vu? Ah, certainement. Ah, certainement, certainement. Vous me connaissez, hein? Moi je n'ai pas la langue dans la poche. Quand il s'agit de dire aux gens ce qui est bon, je leur dis. Quand il s'agit de leur dire ce qui est mauvais, je dis. J'applaudis souvent quand c'est bon pour m'ouvrir largement la porte de pouvoir vous dire que ce n'est pas bon quand le moment vient. Hein? C'est très important. Et comme je le dis souvent, je suis celui qui, lorsque le roi a tort, prend son cercueil sous les bras et va lui dire, Majesté, vous n'avez pas raison. Voilà. C'est courageux. Peut-être. Avec cette disparition, c'est donc un autre vétéran qui quitte la scène. Parce que quand on regarde un peu côté pouvoir, il y a eu pas très longtemps les disparitions de Nathiaba, de Péré ou encore de Charkondi Agba. Du côté de l'opposition également, aussi un certain nombre d'acteurs ont rejoint l'au-delà. On peut citer les deux anciens premiers ministres, Kodjo et Agbouibo. N'est-ce pas une page de notre histoire qui est en train de se tourner? Bien évidemment, bien évidemment. Les gens ont fait un parcours, ils ont marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire de ce pays, et puis à un moment donné, bon, ils tirent leur révérence. C'est une partie de l'histoire du Togo qui est en train de se tourner. Mais la seule chose que je regrette, c'est que le passage de tout ce monde-là, et malgré les actions qui ont été faites, nous ne sommes pas encore toujours sortis de l'auberge. Nous avons toujours les mêmes problèmes que ceux contre lesquels ces gens se sont souvent battus, ou ceux contre lesquels ils ont travaillé. Nous avons toujours les retards sur les domaines pour lesquels ils ont travaillé pour qu'on puisse avancer.
Est-ce que certaines de ces complicités que vous avez évoquées tantôt entre, par exemple, Maître Yovia Boibo et Abdou Assouma, est-ce que cette complicité-là, est-ce qu'elles ne vont pas manquer? Ou est-ce qu'elles ne manquent déjà à notre classe politique? Ou elles manquent depuis un certain temps. Vous savez, on dit chez nous, pour prendre quelque chose entre les mains du bossu, il faut savoir lui caresser la bosse. Et pour caresser la bosse du bossu, quelquefois, il faut approcher quelqu'un qui est proche du bossu. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont un peu dans des zones... il y a toujours l'antagonisme. Et quand il n'y a pas l'antagonisme, en fait, c'est le double jeu. À l'époque, les gens étaient francs et sincères. À Boibo avait de très bonnes relations avec Yadema, mais ce qu'il voulait, il le voulait. Il est passé par Assouma, il a utilisé Assouma pour l'obtenir. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne veulent rien pour le pays, mais veulent essentiellement des choses pour eux-mêmes. Et ceux qui veulent quelque chose pour le pays n'ont pas la possibilité de convaincre ceux qui sont avec le régime pour pouvoir faire avancer le pays. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc on n'a plus les Abouibo, on n'a plus les Abdou Assouma. Je n'en vois plus. Malheureusement, je n'en vois plus. Des gens qui sont capables d'être des deux côtés, ok, dans l'opposition, et l'autre dans le pouvoir, ou bien la société civile, l'autre dans le pouvoir, discuter, arriver à trouver un point qui permet de faire avancer le Togo sur le plan de l'intérêt général et convaincre le pouvoir de réagir en ce sens et de faire avancer. Je crois que malheureusement, il n'y en a plus. Bien, merci. Nous venons de passer avec vous 45-46 minutes. Il y a une tradition des 12 qui permet également aux auditeurs qui nous écoutent de participer à l'émission. J'ai déjà quelques commentaires qui sont laissés, notamment sur les réseaux sociaux, mais les auditeurs qui nous écoutent sur la FM peuvent également nous appeler en direct, 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Boga Koudoyo était à la technique qui me fait signe qu'on a déjà les tout premiers auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, quel est votre nom? Vous êtes à l'antenne. Gérard. Gérard, allez-y. Oui, je salue l'invité. Chaque fois que je l'entends, je me rappelle de notre enfant. Ouais, vous avez un poste récepteur qui siffle. Oui. Vous l'avez constaté vous-même? Oui, Gérard, vous avez un poste récepteur que vous voudrez bien éloigner ou... Oui. Ok, allez-y. Donc, si bien que c'est quelque chose de très important ce matin, par exemple, lorsque vous essayez de faire des petites complétés, il y a une partie de l'opposition qui va que vous allez à la mangeoire. Dans ce pays, les gens croyaient avoir la chance un peu, c'est ce qu'on leur disait. Ils n'aimaient pas la critique. Voilà où nous en sommes. Ils ont boycotté les élections. Ils croyaient qu'ils étaient du mal au pouvoir. Mais au fur et à mesure qu'ils avaient boycotté les élections, ils remportaient plutôt le pouvoir. Maintenant, c'est vraiment remarqué. Il a parlé de l'inondation, tout ça là. Moi, je veux qu'il aille voir le président, qu'il lui dise que dorénavant, il veut donner les travaux publics à des personnes, il faut qu'il accepte le profit de ces personnes. Ce n'est pas seulement aux gens qui se sont partis, mais il faut qu'ils voient dans le pays les gens qui peuvent faire le travail. Parce que à chaque fois, il faut donner le travail aux spécialistes. L'aménagement du territoire, il y en a assez, il y en a assez de gens dans ce pays qui peuvent faire le travail. Sinon, on fait les routes, les rigoles. Moi, je ne rappelle même pas ça de rigole, parce que quand vous allez à Accra et à Abidjan, bon, tu peux avoir 1,80 m qui peut paraître dans une rigole. Donc, ce qu'on fait là, il faut qu'on fasse le travail. Pour finir, mes questions. Monsieur Degré, souvent, je ne comprends pas bien, est-ce que c'est comprendre? Mais souvent, je ne vous dis pas bien, voilà. Est-ce que vous êtes proche de l'ancienne USC, proche de l'ANC,
proche du cas ou bien de la société civile, bon, je ne sais pas essayer de nous dire. Bien. Allô, mais, Gérard, oui, vous avez eu 3 interventions, c'est bon, vous pouvez revenir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Gérard. Et à l'entame de l'émission, vous avez, oui, effectivement, parlé de critiques objectives qui ne prospèrent pas forcément au sein de la classe politique au Togo. C'est ce que l'auditeur est en train de relever. Il partage un peu ce que vous avez dit au début. Oui. Ça aussi, c'est une plaie pour... C'est une véritable plaie. Bon, je me rappelle, Pierrot, en 1997, j'ai sorti mon premier livre. Et je crois qu'en temps, vous en avez lu une partie. Oui. Togo, la tragédie africaine. Ouais. Et là-dedans, je faisais l'analyse de toute la lutte que nous avions menée jusque-là et les lacunes de cette lutte, notamment les divisions, le fait que l'opposition togolaise, avec une partie de la société civile, se comporte comme un bataillon qui, au moment d'aller en guerre, se divise contre lui-même pour devenir des factions qui s'affrontent avant d'aller affronter ceux qui sont en face. J'ai parlé de tout ça et on m'a fait le reproche d'avoir parlé de nos lacunes. J'ai posé la question. Si dans une lutte que vous faites, dans un combat que vous menez, vous ne faites pas des analyses, vous ne faites pas l'autocritique, l'introspection et autres, comment allez-vous réussir si vous ne connaissez pas vos erreurs? Comment allez-vous développer des forces? Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a des gens, comme il a dit, qui croient qu'ils ont la science infuse. Relativement à sa question de savoir de qui je suis proche. En réalité, je ne suis proche de personne. Il faut lui dire la vérité. Je n'ai jamais été proche de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Vous êtes proche de vous-même? Non, je suis proche du Togo. Et je suis proche des Togolais. Mon problème, c'est l'intérêt général de ce pays, de mes concitoyens. C'est le bien-être des Togolais. Donc, quelle que soit la personne, quelle que soit l'amitié que j'ai pour la personne, si le comportement de la personne ne permet pas de donner le bien-être togolais, je lui porterai des critiques, mais de façon objective en lui faisant des propositions. Mais même si je suis opposé à quelqu'un et que la personne a posé un acte qui est favorable à l'intérêt général de ce peuple, de mon pays, j'applaudirai cette personne. C'est ma situation. S'il veut me définir, c'est comme ça qu'il doit me définir. Mais qu'il sache que je suis un leader d'opinion, je suis un dirigeant d'organisation de société civile, je n'ai jamais été d'un parti politique, je n'ai jamais pris la carte d'un parti politique et je ne me considère pas comme un opposant politique, je me considère comme un proposant politique pour faire évoluer ce pays. Voilà. Il a évoqué la question des inondations. Qui fait les travaux? La question de profil. Quand on donne trop les travaux à ses frères ou à ses amis, il constate que les résultats que nous avons ne doivent pas nous surprendre. Non, je pense que sur ce plan-là, à un moment donné, le gouvernement togolais a dû se rendre à l'évidence que donner les travaux à n'importe qui ne favorise pas ce pays. Et quand je vois certaines de nos routes qui sont faites aujourd'hui, j'ai remarqué que ce n'est plus donné aux mêmes personnes qui, par le passé, ont fait du n'importe quoi dans ce pays. On a essayé de changer. On a même fait venir des étrangers pour venir construire les routes parce qu'on voulait que ces routes soient... Donc il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution. Deuxième auditeur, après Gérard, bonjour. Bonjour, Pierrot. Oui, on vous appelle comment? C'est Basile. Basile, vous êtes à l'antenne. Basile, allez-y. Parlez un peu plus fort, Basile. Ah, d'accord. Comme la radio a coupé, je pensais que ça va exister. Je salue Maître Céline. Je vous salue aussi, Monsieur Basile. Ok. Bon, je l'ai apprécié, moi, je suis quelqu'un des années. Je suis un détraqueur de la vie politique depuis les années 80-90. J'ai toujours apprécié jusqu'à ce que votre intervention à la TVGN vienne toujours tellement. Je ne sais pas si c'est vrai ce que vous avez dit là-bas, mais ce n'est pas ça le sujet aussi. Vous avez signifié réellement des problèmes de notre pays. La fois passée, j'écrivais quelque part que tout ce qui se passe là en 80-90, ça ne peut pas être possible. Que les gens veulent se rassembler quelque part, ou bien les gens veulent faire
une réunion, ce n'est pas une masse, qu'on refuse tout catégoriquement. Moi, je ne pense pas que ça sera possible dans les années 90. Parce que la conférence, ça devait être un problème de forum, conférence. Chaque fois que l'autre camp veut camper, le professeur Ginetti relance en conversation étroite avec les maîtres Agouibor, maître Johnny Gali ou maître Poutiko, tout ça là. On relance et puis les Togolais rentrent dans la danse. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et tout ça a voulu marcher jusqu'à ce que les problèmes de parti chanien viennent capoter tout. Bon, est-ce que maintenant, aujourd'hui, eux qui sont là, si ce n'est pas pour venir me dire que nous, jamais on ne va plus boycotter une élection, eux, ils ne peuvent pas chercher les moyens que les anciens là ont fait pour quand même nous faire bouger un peu ce pays. Merci. Bien, merci Basile pour votre intervention. Un commentaire? Oui, je ne sais pas si Basile fait ce qu'il dit est vrai. Il faut que des gens trouvent des solutions pour faire bouger le pays. Mais encore faudrait-il que les gens dont il parle en aient envie. Il y a des gens qui aujourd'hui veulent trouver juste des solutions pour faire bouger leur ventre, leur sort, leur situation. Est-ce que ces gens pensent à mon oncle qui est au fin fond du village et qui a besoin que quelque chose change dans ce pays pour que lui aussi puisse en profiter, pour qu'il ait un minimum de bien-être? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que beaucoup de personnes aujourd'hui ne pensent qu'à eux-mêmes. Oui, mais en fait, est-ce que c'est pas aussi compréhensible dans une certaine mesure où, par exemple, en 90, on venait, par exemple, de découvrir les combats pour la démocratie en 90, même si ces combats ont commencé pour certains depuis les années 80, mais actuellement, les Togolais, un certain nombre d'acteurs sont dans cette lutte, ça fait 30 ans, ça fait 35 ans, ils ont tout perdu. Et certains veulent peut-être se rattraper, peut-être. Oui. Ou bien exister d'une certaine manière pour ne pas mourir. Votre analyse peut être vraie. Je fais partie de ceux qui ont commencé ce combat pour la démocratie, pour le bien, les droits de l'homme, pour l'état de droit dans les années 80. Déjà sur les bancs de l'université quand j'étais en train de faire histo-géo. Mais j'y suis toujours. J'y suis toujours. Et quel que soit ce que je le fais toujours avec la même idée qui est celle qui m'a gouverné dans les années 80-90. Je fais toujours avec la même philosophie que celle que j'avais au départ, c'est-à-dire que l'intérêt général prévale, que le bien-être des Togolais, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur position, quel que soit leur âge, que ce bien-être-là prévale. Et quand je m'adresse, comme je vous ai dit, à des dirigeants du pays de façon épistolaire, mais ils ne peuvent pas vous montrer un seul de mes courriers dans lequel je ne suis pas attaché à ça. Je reste sur ça. Et je n'attends pas que qui que ce soit vienne me donner quoi que ce soit. Et si on me propose de faire un travail pour ce pays, je ne le ferai que si cela peut donner un minimum de bien-être aux Togolais. Même en tant que balayeur de rue, il faut qu'on me donne un balai qui me permette de balayer les rues togolaises de façon à ce que, quand les Togolais passent, qu'ils se disent enfin, quelqu'un a bien balayé cette rue-là pour nous. C'est fondamental. Mais certains aujourd'hui, excusez-moi, hein, ce n'est pas ça. Et beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas ça. Merci. Voilà. Allô? Oui. Allô? Oui. Bonjour, maître. Bonjour. Oui, c'est Pélé. Monsieur? Pélé, allez-y. Ok. Bon, maître, ma première préoccupation, je viens de parler comme père un homme de chaque fois, quand un politicien donc du pays côté du pouvoir, quand il est, on nous fait raconter que oui, il est très bon, il est très bon. Mais quand ils sont par le fait que nous, on se sent qu'ils sont mauvais. Comment nous, est-ce que c'est le en place qui est plus bon? Quand ils sont là-bas, ils ne travaillent pas bien, et après, quand on dit que oui, ils sont intelligents, comment vous pouvez dire ça? C'est une bonne préoccupation, mais
tout à l'heure, tout ce que vous voulez nous dire, ça fait partie du passé. Nous sommes aujourd'hui en 2023. C'est après 3 ans, 3 ans de la démocratie et du Sénégal. Le Togo est le premier pays dans la sous-région qui n'a pas encore trouvé la terre. Vous avez travaillé avec Yadema, vous êtes à la transition, et aujourd'hui vous êtes avec son équipe. Comment vous pouvez nous dire que ça y a déjà été lui, moi comment? Bien, merci PD pour les deux préoccupations sur la première partie de la question. Oui, sur la première partie, ce n'est pas après la mort de Abdou Assouma que moi je dis ce que Abdou Assouma a fait. Hein. Je voudrais que ça soit clair entre M. Pelé et moi. Moi j'ai toujours dit ce que M. Abdou Assouma a fait quand il était vivant. Et quand il servait à la Cour constitutionnelle et qu'il servait sous le président Fornia Singbe. J'ai toujours dit ce qu'il a fait de bien. Et quand il a fait quelque chose de mauvais, j'ai aussi pu le tracer. Et aujourd'hui, je dis ce que j'ai toujours dit. Donc, ce n'est pas après sa mort que je trouve qu'il a posé... Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai dit qu'il y a eu des actes qui n'ont pas été appréciables. Hein. Tout ce qu'il a fait n'est pas bon, mais ce qu'il a fait de bon et que j'ai toujours considéré comme bon, je le dirai, je ne l'effacerai pas. Bon, la deuxième chose dit que... C'est la question de l'alternance. Oui, la question de l'alternance. Bon, d'abord, je veux lui faire comprendre que moi, je n'ai pas travaillé avec Yadema. J'ai été dans un gouvernement de transition. Et Yadema était un organe de transition à cette époque-là. Et je ne suis pas dans le gouvernement de Fornia Singbe, en tout cas, pas aujourd'hui. Mais... Ça peut venir, ça peut venir. Fornia Singbe... Non, mais est-ce que ça peut venir? En fait... Ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est qu'il faut jamais dire jamais. Il faut faire attention. Ok? Donc c'est possible. J'ai déjà eu l'occasion, j'ai dit non. Mais il ne faut jamais dire jamais. Si, et je vous l'ai dit tout à l'heure, si demain le président Fornia Singbe voudrait que je fasse quelque chose avec lui, il faut que ce quelque chose, comme les routes qui ont été faites à Palimé dont j'ai parlé tout à l'heure, ce quelque chose, que nous ayons les clés qui nous permettent de le faire de la meilleure manière possible. Donc vous ne fermez pas la porte. Hein? Balayeur de rue, je voudrais qu'on me donne les moyens de les balayer dans les meilleures conditions. Bon, cela étant, aujourd'hui, j'ai été ministre à 28 ans, je ne suis pas en train de faire une file pour devenir ministre. Ça ne m'intéresse pas. Bon, alors... Non, en fait, ça peut intéresser les Togolais. Vous avez été ministre, c'est vrai. À 28 ans. Oui. Cela peut supposer à votre âge, je ne sais pas combien vous avez aujourd'hui. 60. Vous avez 60 ans. Vous avez été ministre, donc le prochain strat, c'est par exemple, bien le prochain palier, c'est le poste de Premier ministre. Éventuellement, si on vous proposait d'être Premier ministre, vous serez d'accord d'être Premier ministre. Vous allez me nommer? Non, puisque vous avez déjà été ministre, ou bien vous voulez être ministre d'État. Sur la question de l'alternance. Oui, sur la question de l'alternance. Le Togo est le dernier pays de la sous-région qui n'a pas encore connu d'alternance. Et effectivement, sur le plan, quand on parle d'alternance, sur le plan de changement de figure au pouvoir, bon, l'ancien président de la République, Fornia Singbe, Nyasingbe Yadema est décédé, et c'est son fils qui est un autre membre du même parti qui est au pouvoir. Mais nous y sommes toujours, nous avançons toujours. Il faut continuer de se battre pour que les conditions soient réunies, pour qu'il y ait aussi l'alternance en ce qui concerne les individus. Et l'alternance en ce qui concerne un parti au pouvoir. Le Togo ne l'a pas, c'est une réalité. On ne peut pas le nier. Mais est-ce que nous continuons toujours? Est-ce que nous sommes condamnés? Est-ce qu'il y a certains qui pensent que nous sommes condamnés? Je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas si Dieu nous a condamnés. Mais c'est seulement que toute chose peut changer à un moment ou à un autre de la vie. Il y a cette question qui est sur les réseaux sociaux, la question de Claude de Bessouza. Il dit, si Maître Deguili, qui aime dire la vérité sans langue de bois, était président de la Cour constitutionnelle en face de ce régime, peut-il proclamer les vrais résultats? Si on me nomme à un poste, le devoir m'oblige à dire ce qui va dans l'intérêt de ce peuple et ce qui est la vérité. Si je vois que dans la vérité, c'est 10 pour X et 80, 10 pour Y, je ne renverserai pas les résultats. Je ne dirai pas le contraire.
si on n'est pas d'accord avec moi, on peut me faire quitter mon poste, mais on ne m'obligera pas à mentir. Je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas cette habitude. Je ne le ferai pas. Je ne ferai rien qui m'empêche de me regarder dans un miroir. Moi, je veux être moi-même. Et ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire pour pouvoir être moi-même, c'est que ma conviction doit être conforme à ce que je pense et à ce qui est la réalité. Donc vous voulez dire que vous êtes un peu plus courageux qu'un certain nombre de Togolais. Puis tantôt vous aviez dit qu'au Togo, ils ne sont pas très nombreux pour exister quand même, à aller parfois contre certaines choses qui sont établies. Pierrot, lorsque les gens qui me connaissent voient mon histoire, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Togolais qui ont pu se tenir devant Eyadema dans son bureau pour lui dire qu'on veut la démocratie et en cours de réunion, dire à Eyadema que, par exemple, si il ne donne pas l'amnistie à Gilchrist Olympio, il donne à tout le monde, notre mouvement ne cessera pas. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont pu dire ça. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de Togolais qui ont pu dire que le général Eyadema est de mauvaise foi. Et lorsqu'il les a appelés chez lui, non, monsieur le président, je ne vous ai pas injurié. J'ai dit que vous n'êtes pas de bonne foi parce que voilà. Il m'a dit, ok, allez-vous-en, mais je n'ai pas changé, c'est ma position. Donc on a compris, vous êtes courageux. Vous êtes un des courageux au Togo. Si ça s'appelle du courage, donc je suis courageux. Il y a la réaction de Romain Rickson, cette réaction est envoyée depuis l'Allemagne. Il dit, grand frère Jean Degli, vous nous aviez fait rêver dans les années 90. Que pouvons-nous apprendre de vos erreurs pour réussir la démocratisation de la terre de nos aïeux? Oui, il peut beaucoup apprendre de nos erreurs. Et j'ai largement écrit sur nos erreurs dans mon premier livre de 97 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'une des grandes erreurs de l'opposition togolaise, en tout cas de ceux qui se battaient pour que ce pays change, c'est la tentation d'être divisé tout le temps. De penser que c'est moi ou rien. Si ce n'est pas moi, donc c'est le chaos. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'être capable de facilement brader sa conviction pour aller chercher des espèces sonnantes et trébuchantes. Ce sont des erreurs graves, ce sont des fautes graves, des choses que nous devons corriger. Une conviction, ça ne se vend pas. On ne la brade pas. Quel que soit ce qu'on vous donne, quel que soit l'endroit où on vous met, votre conviction, elle doit être la même. Si les gens ne sont pas d'accord avec vous, mais vous vous éclipsez, vous quittez, vous jetez les tabliers. Mais vous n'allez pas occuper les devants pour juste aller chercher vos intérêts personnels. Il y a la question de, à côté Kankoïdi, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce désengagement de la jeunesse, la chose politique par rapport à l'époque de Maître Jean Degli? Oui, la jeunesse n'a pas trouvé de résultat dans ce que les anciens ont fait jusqu'à présent. Elle a l'impression que malgré tout ce qui est fait, il n'y a que de la gesticulation, il n'y a que des paroles en l'air et que le Togo reste globalement toujours sur place. Et c'est ça qui décourage beaucoup de jeunes. De deux, aujourd'hui nous sommes dans une société où tous les jeunes, contrairement à ce que nous avions eu, à notre éducation, à la morale qu'on nous a inculquée, beaucoup de jeunes pensent rapidement devenir riches, mais devenir riches sans faire beaucoup d'efforts. Et dans ces conditions, ce qu'on est prêt à faire, c'est ok, bon, on va aller être les bénis oui, et lécher les bottes de quelqu'un, on va aller soutenir, sans même savoir quelquefois, quel est le programme de X ou de Y. Moi, je peux soutenir quelqu'un qui vient de RPT Unir dans une élection. Si je vois un programme que la personne a écrit et que c'est un programme qui va dans l'intérêt général des populations en question. De la même manière, je peux soutenir quelqu'un de l'opposition. Mais je ne soutiendrai pas quelqu'un dont j'ai l'impression que tout son problème, c'est de sortir de là avec les poches pleines. Je n'en soutiendrai pas. Allô? Oui, bonjour. Je fais pendant 6 minutes, mais bon, c'est pas grave. Je dirais à Le blanc. S'il vous plaît, c'est le nom? Non, c'est Basile. Je dis que je suis revenu. C'est Basile. Ok, allez-y. J'ai dit avec l'église de ne pas santé, on est en 2017 par là et on nommait M. Foucault et c'était affaire à Tapamé, les gens jubilaient, tout ça là. Je leur ai dit que non, mais vous,
vous n'avez rien compris. Est-ce que quelqu'un peut pourrir dans la chambre? Monsieur Humbo a beau être ce que vous pensez, il ne fera rien dans le gouvernement dont vous parlez. Et même s'il est, Kéro disait qu'il peut être mobilisé faire quelque chose, non, même s'il est quelque chose qui dépasse le ministre, il ne fera rien dans le gouvernement là. Parce qu'il y a les lois qui sont précises là-bas, il ne fera rien. C'est ça qui s'agit. Maintenant, eux, il est encore là. Je l'ai vu depuis le temps là. Il s'est vraiment investi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Parce que ceux qui sont là devant la vision aujourd'hui, si ce n'est pas pour dire que nous on ne va plus boycotter, nous on ne va plus. Mais vous ne voulez plus boycotter pour quelle élection? De quelle élection vous parlez? C'est ça. On est vraiment désemparés, on ne sait pas tout. Pourquoi ce pays est fait actuellement. Bien, mais merci, c'est noté. Notre invité va réagir à votre préoccupation. Quand on parlait de gouvernement éventuel, on était dans la fiction, si Maître Degli devenait Premier ministre, il est remonté un peu à l'époque de Humbo, que Humbo était passé, il n'a pu rien faire. Que si vous y allez, vous ne ferez rien. En réalité, c'est ce qu'il dit. Bon, je ne sais pas si Humbo n'a rien fait. En fait, c'est ce qu'il a dit. Oui, je n'étais pas là quand Humbo était Premier ministre, mais je ne crois pas que Humbo n'a rien fait. Je crois peut-être qu'il... Est-ce que les attentes au niveau... Qu'il n'a pas eu les mains libres pour faire tout ce qu'il aurait pu faire, mais je crois qu'il a pu faire... Les attentes étaient nombreuses à cette époque. Oui, absolument. Je crois que Humbo a pu faire quelque chose. Je ne crois pas que Humbo n'a rien fait. Je ne crois pas ça. Bon, maintenant, à chacun sa façon de... Et son destin. La chose, voilà. À son étoile. Voilà. Et puis ça dépend de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez imprimer. Moi, on a dit que non, que dans le gouvernement, les gens ne peuvent rien faire, ceci, cela. Je suis en train de voir un certain nombre de personnes au gouvernement actuellement, dont le jeune Kokoroko. Et je n'ai pas l'impression que ce monsieur, qu'on l'empêche de faire ce qu'il peut faire pour le bien de l'éducation au Togo. Il a été nommé par le chef de l'État à l'université de Lomé. Je suis parti plusieurs fois à l'université, j'ai vu ce que Kokoroko a fait. Kokoroko est nommé ministre aujourd'hui de l'enseignement secondaire. Je vois beaucoup de choses sur ce que Kokoroko est en train de faire. Je crois que si des gens ont des bonnes idées et ont envie de faire avancer ce pays, je ne suis pas sûr que le chef de l'État va les en empêcher. Et j'ai même d'autres exemples, des gens qui sont à d'autres postes, qui ont réussi à faire bouger les lignes. L'essentiel, c'est que vous puissiez convaincre le chef de l'État, qui est, il faut le dire, hein, il y a des gens autour là qui ne veulent pas que ça bouge, qui ne veulent pas que ça avance, mais si vous arrivez à convaincre le chef de l'État que ça là, ça va dans l'intérêt de nos peuples, dans le bien-être, que c'est pour le bien-être de notre peuple, et qu'il est convaincu, je crois que le verrou tombera et vous pourrez faire avancer quelque chose. C'est ce que je crois. La deuxième partie de sa question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Parce qu'il dit que, en situant ce qu'il dit, la lutte au niveau de l'opposition, que cette lutte... Qu'il sache que moi, je ne suis pas dans une dynamique d'élection. Je ne vais pas aux élections. Donc, que des gens veuillent aller aux élections ou ne veuillent pas y aller, s'ils ne veulent pas aller, je peux leur dire, écoutez, si vous ne voulez pas aller aux élections, vous créez des conditions qui vont donner ceci, cela demain à travers des analyses. Si vous allez aux élections, bon, il faut vous attendre à ceci, cela, il faut vous organiser. Et cette discussion-là, je l'ai avec un certain nombre de leaders de l'opposition souvent. Je leur donne ma position, je leur donne mes analyses, je leur fais mes analyses sur l'évolution du pays et sur la nécessité de faire ceci plutôt que telle autre chose. De l'autre côté, et c'est ce que je fais, et que lui, il ne peut pas savoir, c'est comme je vous ai dit, lorsque je vois quelque chose qui ne marche pas, je m'adresse à qui de droit. Je m'adresse à qui de droit au niveau de la gouvernance de nos pays. Et souvent, j'obtiens des résultats. Bien. Ça, par contre, ce n'est pas quelque chose que je vais venir étaler sur la place publique. C'est noté. Allô? Bonjour. Bonjour. Bozambo, comment vous allez? Vous? Qui dit qui va bien? Bonjour. Bozambo, allez-y. On vous écoute. Mon première proposition, c'est les vols des motos partout au Togo. Il n'y a pas d'emploi comme ça. Mais les gens achètent, vendent leur terrain pour acheter des motos dans 3 jours. Les voleurs viennent pour les motos.
mais ils ont assuré la moto. Et l'assurance fait bien. Mais l'État garde l'assurance toujours pour stopper les gens. Au lieu de supprimer l'assurance et mettre le GPRS sur les motos, si les motos sont partis derrière, on peut localiser pour trouver l'État à réussir. Si vous avez tenté de faire la nationalité au Togo maintenant, c'est difficile à avoir la nationalité. Pourquoi les deux choses? Ma troisième question, les Togolais souffrent de la frontière. On utilise des situations de biens des personnes. Mais si tu peux traverser la frontière pour aller à Paris, c'est difficile. Mais si tu traverses... Alors on a perdu, Bozambo, la question de la frontière, on l'a noté. Il faut rappeler aussi que la CEDEAO a célébré récemment son anniversaire, c'était le 28 mai dernier, sur la question de la frontière, la libre circulation des personnes et des biens. C'est une question qui revient chaque instant. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience ces derniers temps en voulant franchir la frontière. C'est toujours difficile. C'est à cause de ça que je ne suis plus allé au Ghana depuis un certain temps. J'ai ma nièce qui a été dotée dernièrement en février. Je n'ai pas pu aller au Ghana. C'est devenu extrêmement difficile. Je crois qu'à un moment donné, nous avons soulevé ce problème. Et le chef de l'État, au moment où le Togo a pris la présidence de la CEDEAO, le président de la République, Faure Gnassingbé, était même allé sur la frontière et avait parlé de ce problème-là. Et je crois qu'il l'a porté au niveau des chefs d'État pour que la CEDEAO devienne une CEDEAO des populations. Mais notre CEDEAO demeure la CEDEAO des simples chefs d'État, des membres de gouvernement, des représentants de pouvoir public, et la CEDEAO n'intègre pas les citoyens. J'ai traversé un certain nombre de fois la frontière du Togo-Bénin, j'ai vu le nombre de fois, j'ai vu la manière dont on traitait les citoyens et comment on racolait les citoyens, comment on leur prenait de l'argent. J'ai trouvé ça dommage. Il faut que nous évoluions. La CEDEAO ne peut pas rester dans les bureaux. Elle doit s'étendre dans le pays et être une CEDEAO des populations. Ça c'est le chapelet qui est rappelé tout le temps, que ce soit à Cotonou, à Dakar, tout le monde dit la même chose, qu'il faudrait qu'on passe de la CEDEAO des chefs d'État vers la CEDEAO des populations. Mais malheureusement, la question c'est de savoir qui va permettre ça, parce que c'est cette question qui revient. Vous savez, c'est là le problème. C'est-à-dire, nous étions pratiquement un seul et même peuple pendant des siècles. Les Occidentaux sont venus nous diviser et nous nous sommes ressentis plus dans ce que les Occidentaux ont fait que dans ce que nous étions avant. Nous avons oublié, par exemple, que le Togo, le Ghana, le Bénin, c'est pratiquement le même peuple et qu'il n'y avait aucun problème. Maintenant qu'on est venu nous mettre dans cette situation de balkanisation, dans de petites frontières, chacun d'entre nous est devenu tellement égoïste qu'il ne veut pas permettre que l'autre aille chez lui. Et c'est dommage. Mais ça, c'est un travail qui doit être fait sur la mentalité de nos gouverneurs, sur la mentalité des jeunes qui vont gouverner nos pays demain, sur la mentalité des Africains. Nous parlons tout le temps de panafricanisme. Panafricanisme, quand je ne peux pas quitter Lomé pour aller facilement à Accra, comment est-ce que nous ferons le panafricanisme? Nous parlons de la ZLECAf aujourd'hui. La ZLECAf, marché, libre-échange et tout ça, comment est-ce que nous le ferons si nous ne sommes pas capables de quitter Lomé facilement pour aller à Cotonou? Je crois qu'on est dans une situation où on a de belles pensées, mais où il n'y a pas véritablement d'action. La deuxième partie de la question, c'est sur la question de la nationalité. C'est vrai que pour établir sa pièce de nationalité, c'est pas facile. Hein. À un moment donné, j'avais l'impression que on avait essayé de faciliter les choses, parce que je me rappelle, je ne sais plus si c'est en 2012 ou en 2013, nous avons, saisi le président de la République pour que les jeunes, avant le bac, qu'on puisse s'assurer qu'ils ont des actes de naissance en bonne et due forme et des certificats de nationalité en bonne et due forme. Et je me rappelle à l'époque, le chef de l'État avait envoyé sur toute l'étendue du territoire une délégation. Des gens ont expliqué des choses, ont expliqué même dans les lycées et collèges. Et puis, il y a eu des structures qui ont été mises en place, en tout cas, pour permettre. Et comme je scolarise des enfants, je me rappelle, à l'époque, j'avais eu des nationalités avec une rapidité extraordinaire pour beaucoup de jeunes lycéens qui étaient sous ma responsabilité. Bon, aujourd'hui, véritablement, je ne sais pas comment les choses ont évolué, mais si tant est qu'il est devenu plus difficile d'obtenir la nationalité, il faut faire quelque chose. Ça,
C'est le droit le plus élémentaire. Acte de naissance, nationalité, c'est les droits les plus élémentaires des citoyens. Il faut faire quelque chose. Et comme il le dit, je crois que dans notre approche par rapport aux autorités, nous allons relever cette situation, mais aller d'abord vérifier les difficultés et puis essayer de voir comment on peut essayer de les juguler. Il y a cette question de Waris depuis Azaou. Il dit comment peut-on comprendre que l'État et le gouvernement n'ont pas communiqué officiellement sur le décès de Abdou Assouma et d'autres personnalités qui ont elles aussi servi à des postes de responsabilité dans notre pays. Cite Chakondi Diagba, Fambaré Nachaba et d'autres. Je ne sais pas si l'État n'a pas communiqué, mais en fait, sur cette question, je crois avoir lu depuis quelques jours sur les réseaux que oui, certains Togolais se préoccupaient de ça. Oui, je ne sais pas si l'État n'a pas communiqué du tout. Moi, je sais que Abdou Assouma est décédé. Je ne suis plus parti chercher ailleurs pour confirmer l'information. J'ai eu l'information de sources très proches de l'homme. Donc, franchement, je ne sais pas ce que l'État a fait. Mais si rien n'a été fait, c'est pas bon. C'est quand même de grandes figures de la politique togolaise, de la vie nationale. Il est indispensable que quand ces gens meurent, on puisse communiquer là-dessus. On sait quand même que demain, il doit y avoir un hommage ou une cérémonie d'hommage officielle à Lomé. Vous y serez? Je n'y ai pas été invité, donc je ne peux pas m'improviser et inviter à cette cérémonie. En tout état de cause, je souhaite que la cérémonie soit belle et que Abdou Assouma soit conduit dans les meilleures conditions à sa dernière demeure et surtout que Dieu ait son âme. Il y a la question de Jérôme Bakouaya. Jérôme Bakouaya, lui s'est intéressé un peu à la presse. Il a fait allusion à un certain nombre de dispositions qui sont prises au niveau de l'Assemblée nationale. Il dit que c'est pour empêcher le travail des journalistes, dans le cas de Ferdinand Ité, de Isidore Kouonou. Et puis il dit, ne trouvez-vous pas que la justice togolaise est traditionnellement utilisée contre la presse critique au Togo? Ça a été toujours le cas. Les lois qui sont d'un certain niveau, on a essayé à un moment donné de faire en sorte que la presse soit, les délits de presse soient dépénalisés, qu'on évite de conduire les journalistes devant les tribunaux et de les mettre en prison. Et puis, de ce que de l'autre côté, les gens disent, c'est que des gens en ont profité, en ont abusé. Ça aussi, c'est fondamental d'éviter ça. C'est-à-dire, la liberté ne doit pas permettre de franchir les frontières qui nuisent aux autres. Nous nous sommes battus pour la liberté de presse. Et je me rappelle, j'étais vice-président de l'association togolaise pour la liberté de presse en 91, dont Aga Gabriel, qui avait créé le Forum Hebdo à l'époque, était le président. Nous nous sommes battus. On a eu la liberté de presse. Mais est-ce que l'éducation nécessaire a accompagné? Et ça aussi, c'est un des problèmes de notre pays. Depuis les années 90, quand nous nous sommes battus et que on a voulu changer, sortir du parti unique pour aller vers un système multipartite, un système de démocratie, un système d'état de droit, on n'a jamais inscrit dans les programmes politiques des différents gouvernements l'éducation de ce peuple. Une éducation à laquelle doivent participer et le gouvernement, et les partis politiques, et la société civile, sur les droits et les devoirs. On n'a jamais fait cela, et ça fait que chacun se permet de créer lui-même ses droits et ses devoirs, et ça va un peu dans l'anarchie. Une intervention, celle de Ben Boritoski, dit: Maître, bonjour, j'ai suivi votre analyse jusqu'à présent, et j'ai une question à vous poser, étant donné que vous avez participé activement aux négociations avec Yadema. Pourquoi vous ne pouvez pas discuter avec vos amis pour trouver un terrain d'entente pour faire bouger le pays? Voilà la question telle que c'est libellé. Oui, mais j'ai plusieurs fois essayé de discuter avec des amis, comme je disais tout à l'heure. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. J'ai essayé de discuter, mais à chaque fois, j'ai trouvé que des gens considéraient que j'allais prendre leur place. C'était une mentalité assez bizarre. Moi, je me suis battu pour ce pays. Je peux dire humblement que j'ai été le plus loin possible dans ma lutte pour le Togo. Puisque je suis l'une des rares personnes
à avoir même pris des armes de guerre pour lutter pour le Togo. Mais quand vous venez discuter avec des gens qui pensent que vous êtes revenus, vous voulez prendre leur place, alors que vous n'avez pas un parti politique, vous ne demandez pas un poste politique, vous ne voulez pas aller à une élection, vous leur dites seulement, je viens pour qu'on discute pour que l'intérêt général et le bien-être du Togolais soit garanti. Ces gens disent que non, et ils ne veulent pas de vous, ils font de vous, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne peux pas obliger les gens à discuter avec moi, à trouver des solutions ou à accepter les solutions que je propose. Il y a la question de Paul Niamati depuis la Belgique. Il dit que devient maître Jean Degli, tout court. Maître Jean Degli est toujours là. Il fait son travail, il est avocat, et puis, au niveau de son mouvement Bâtir le Togo, il continue avec les autres membres de ce mouvement de travailler, mais de travailler peut-être autrement. De ne plus être tout le temps sur les ondes, mais d'essayer de faire avancer les choses pour le bien-être et l'intérêt général, pas d'autre chose. Dans 5 minutes, on va se séparer, mais une pensée pour les amis du Sénégal, et le Sénégal qui connaît des heures difficiles. Est-ce que vous avez été surpris par ce qui se passe là-bas? Non, c'était la même chose en 2011-2012, avec Macky Sall. Quand Macky Sall s'opposait à Abdoulaye Wade, c'était la même chose, c'était la même situation. Macky Sall appelait les gens dans la rue, il disait que le peuple va être dans la rue jusqu'à ce que la monarchisation du pouvoir cesse. Quand il y a eu les élections en 2012, c'était la même chose, jusqu'à ce que Abdoulaye Wade déclare et reconnaisse sa défaite, ça a été la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons la réplique de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et Macky Sall appelait le peuple sénégalais dans la rue jusqu'à ce que Abdoulaye Wade tombe. Aujourd'hui, c'est Sonko qui appelle que le peuple soit dans la rue jusqu'à ce qu'il tombe. Et c'est toujours malheureusement à propos de cette histoire de troisième mandat. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage pour l'Afrique. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Puisque on sait, la CEDEAO avait été cité maintes fois comme un exemple de démocratie, puisque presque tous les pays en dehors de la Gambie et du Togo à une certaine époque n'avaient pas de limitation du mandat, et tout le monde citait à l'exemple cette sous-région-là. Et patatras, finalement, c'est un peu comme si on est revenu, pour ne pas citer un grand quelqu'un, sans en arrière. Je suis d'autant plus surpris que Macky Sall, quand même, quand il était arrivé au pouvoir, dans un mandat de 7 ans. Il a fait la réforme constitutionnelle, la révision de la Constitution pour limiter le mandat à 2, et il s'est imposé à lui-même 5 ans au lieu de faire les 7 ans. Que ce monsieur soit aujourd'hui dans... Mais j'avais applaudi à cette époque. Mais absolument, j'ai applaudi. Et que la même personne soit aujourd'hui dans une situation où on a l'impression qu'il veut faire exactement ce que son prédécesseur, qu'il a contesté, avait voulu faire. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui exactement existe dans le pouvoir et qui fait que lorsqu'on l'a exercé, on ne peut plus le quitter. C'est dommage. Et de l'autre côté, Mohamed Bouhari vient de quitter le pouvoir. Il n'en est pas mort pour autant. Mais il a fait 2 mandats, il a quitté. Oui, c'est justement ça. Ce géant-là, le Nigeria. Le Nigeria qui, d'une certaine manière, donne une certaine leçon là à un certain nombre de pays. Cette leçon, visiblement, a du mal à prendre. C'est dommage. C'est dommage. En fait, je crois que d'abord et avant tout, il faut savoir si nous aimons nos pays ou bien si nous nous aimons nous-mêmes à travers ce que nous pouvons tirer de nos pays. Quand on aime son pays, quand on veut l'avancée de son pays, quand on veut le bien-être de ses concitoyens, je crois qu'il y a des concessions qu'on doit pouvoir faire. Et l'une de ces concessions, c'est de pouvoir quitter, c'est d'accepter de quitter le pouvoir lorsque le moment est venu. Il y a des images, par exemple, de l'ancien président Obasanjo qui circulent sur les réseaux sociaux. Très souvent, on le voit visiblement épanoui après le pouvoir. Grand fermier qui exporte, qui fait poulet, porc, tout ça. Mais il y a une vie après le pouvoir. Il doit y avoir une vie après le pouvoir, puisqu'il y avait une vie avant le pouvoir. Alors franchement, je dis toujours, je ne comprends pas. Les gens me disent, ah non, si tu étais là, je ne crois pas, je ne ferai pas. Si j'avais été là, je ne ferai pas. Je suis persuadé que ça, je ne ferai pas. Il nous reste quelques secondes pour la fin de cette émission. Nous allons la consacrer à la conclusion. Maître,
Nous avons suffisamment parlé, nous avons longuement parlé du magistrat Abdou Assoumane. Je vous demandais tantôt si vous serez à la cérémonie de demain. Si entre-temps vous avez eu une invitation, vous y serez sans doute. Si j'ai eu une invitation, j'y serai. Ce sont des gens avec qui nous avons cheminé à une époque donnée, en tant que magistrat, lui, moi en tant qu'avocat, ensuite, comme j'ai dit, dans le processus démocratique, et puis au-delà de cela, il a été ce qu'il a été, avec le positif et le négatif. S'il faut rendre hommage à l'homme qui est en train de partir aujourd'hui, qui nous a quittés, je serai présent, il n'y a pas de problème. Mais on n'en est pas là. Ce que je voudrais dire, c'est que Assoumane est décédé, il est parti, et on ne le fera pas revenir. Je voudrais que de sa vie, que des Togolais prennent l'exemple de ce qu'à un moment donné, des gens qui sont au pouvoir et des gens qui n'y sont pas peuvent collaborer pour faire avancer les choses. La deuxième chose à laquelle je m'attache sérieusement, c'est que le gouvernement essaye de voir cette histoire d'inondation récurrente sur Lomé et qu'on trouve de nouvelles solutions pour faire encore donner encore du répit à cette population pendant un certain temps, pour que certains Togolais ne soient pas dans la misère. Maître Jean Yaovi Degli, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Bâti le Togo. Cette émission, elle s'achève.